Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 317 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 9e numéro de notre top 100 participatif des joueurs avec Rafa de Basket Info. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre top 100, la syllabe, le top 100 des joueurs NBA de 2024 du Basket Lab. Et aujourd'hui, on reçoit un habitué, quelqu'un qui n'a pas ressenti le besoin d'aller sur les médias, d'aller sur Twitter pour défendre Rudy Gobert, alors que lui, il sait un peu mieux que Shaquille O'Neal, apparemment. Rafa, comment ça va, Rafa ? Salut Guillaume, ça va très bien. Oui, fan des Wolves, hein, évidemment, Rafa, c'est pour ça que je dis ça, mais tu admires, hein, comme malgré une saison fabuleuse, il y a toujours un peu les mêmes trucs qui reviennent. Hein. Ah oui, c'est même assez consternant, donc bon, je pense que le mieux, ça serait de traiter ça par le silence, mais visiblement, c'est pas possible dans cette période où il n'y a pas beaucoup d'actualité, il faut parler de choses même idiotes. Bon après, cela dit, on avait dit, je peux quand même t'envoyer une assiste, on en avait parlé sur le bilan, non pas 2024, mais 2023. On avait dit, quand même, elle était pas mal la saison de Gobert, quoi, au final. Hein. Tout le monde a vu ça un peu négativement parce que saison collective, pas top, mais bon, au final, c'est quand même pas mal, quoi, depuis 2 ans, Gobert à Minnesota. Ah oui, c'est même vraiment bien, mais bon, c'est une cible facile. J'arrive toujours pas trop à comprendre pourquoi. Bon, j'imagine que ces JO ont pas trop aidé, mais si tu veux lancer une actu, faire un peu débat, tu dis que Gobert se bouge pas, qu'il mérite pas son contrat, ça fait parler. C'est un peu la fainéantise intellectuelle, mais bon. Disons, avis aux joueurs NBA, notamment aux néo-retraités, ou même d'ailleurs pas que, hein, mais si vous voulez lancer votre podcast, vous le lancez, vous prenez un sidekick qui connaît pas trop le basket mais qui est marrant, voilà. Et premier épisode, vous taillez Rudy Gobert, comme ça fera le buzz sur les réseaux et ça lancera votre podcast. J'ai l'impression que c'est un peu la formule, hein, pour le coup, mais bref. Donc Rafa de T-Wolves FR évidemment, Rafa de Basket Info aussi à l'époque, Rafa de partout en fait. Hein, Rafa, on te connaît, on te connaît de partout, même si t'es pas hyper actif en ce moment sur Twitter, hein, sur T-Wolves FR, on peut le dire. Oui, on peut tout à fait le dire. On peut le dire, alors que tu es moins actif, il y a une disproportion entre à quel point enfin la franchise est bonne et à quel point toi tu as du temps à y consacrer. C'est un peu dommage parce que tu t'es quand même tapé 15 ans de pas très beau, alors que là ça devient beau et t'as moins de temps de faire tout ça, c'est un peu dommage. Ouais. Mais bon, bref, Rafa, vous le connaissez sur le Basket Lab, et donc le format du jour aussi, ça vous commencez à le connaître, c'est le top 100, la syllabe. Donc qu'est-ce que c'est ? On a une playlist de 100 joueurs et chaque épisode on construit le classement petit à petit, donc 5 noms tirés au sort et à chaque fois on les rajoute au classement. On a déjà fait 8 épisodes, donc on a un top 40. À la fin de celui-ci, on aura un top 45 quand on aura ajouté les 5 joueurs du jour. Je n'ai même pas encore annoncé la QV, mais avant ça, la question traditionnelle sur le top 40 qu'on a actuellement. Est-ce que tu as des remarques à faire sur des classements ? Est-ce que tu as des demandes même de reclassement par rapport à certains noms ? Là, en voyant le classement, mon premier réflexe, c'est de dire que Hartenstein me paraissait un peu haut. Ouais. Mais en même temps, il a fait une très bonne saison, mais c'était plus en termes aussi de temps de jeu, de choses comme ça. Bon. Sur le haut du classement, notamment, tout ce qui est un peu Luka Doncic, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Tatum, l'ordre te choque pas outre mesure ? J'aurais peut-être mis Tatum devant Durant sur la saison. Ouais. Parce que la question que j'avais, c'était est-ce que c'est plusieurs intervenants qui me disent qu'il faudrait faire passer Durant devant Kawhi, et donc là toi tu me dis carrément non en fait c'est Tatum qu'il faudrait faire monter et descendre Durant, mais en effet c'est un peu, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même zone et le même chapeau, hein, au final. Ouais, c'est ça se joue quand même pas grand chose, mais moi j'aurais pas été choqué de voir Tatum en 3. D'accord, tout en haut de ce chapeau. Ouais. Mais ouais. Je crois qu'à la base, quand on l'avait classé avec Alex, il était devant Durant. Il a été reclassé un peu, finalement, quand même. Ou devant Kawhi, je sais pas. Devant Kawhi, je sais plus, mais exactement. Bref, on n'arrête pas de jongler avec les trois depuis le début. Mais tu vois, j'ai l'impression que ces trois-là, avec cette saison, évidemment, Durant qui est un peu moins bon que d'habitude, mais tu me dis n'importe lequel de ces trois est un peu devant ce groupe, ça me choque pas. L'ordre, finalement. Par contre, moi, dans ma tête, j'ai un peu l'impression que le chapeau de Giannis, qui est numéro 1 pour l'instant, et Luka Doncic, c'est un peu au-dessus. De Kawhi, Durant, Tatum. Et de l'autre côté, pareil, je pense que Booker est quand même un cran en dessous de n'importe lequel des trois, donc ce serait Durant, Tatum et Leonard. Quoique, on pourrait peut-être argumenter Booker, Durant, non ? J'en sais rien. Non, moi ça me choque pas que Durant soit devant Booker. Ouais. Non, je trouve ça assez logique. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Et l'autre interrogation que j'avais, c'était par rapport à Gobert. La dernière fois, on se demandait est-ce qu'on pourrait pas le monter un peu par rapport à des Haliburton ou Mitchell. Est-ce qu'il pourrait pas justement aller un peu titiller le top 6-7 par rapport à Booker vis-à-vis de l'importance de la défense et à quel point sa saison défensive a été incroyable. Est-ce que c'est un argument qui te parle, toi, ou est-ce que tu pondères quand même un peu moins cet aspect de défense ok, mais le reste est quand même pas top? Bah, c'est un argument qui me parle, sans aucun doute, mais ensuite là, c'est presque décorrélé de la valeur des joueurs, et c'est presque une question philosophique, quoi. À quel point tu récompenses l'attaque et la création offensive, à quel point tu C'est ça, ouais. récompenses la défense. Euh... Ah, je sais pas. Je trouve que la question est difficile, et il me semble quand même que mettre 2 ou 3 créateurs offensifs, vu qu'il y a Booker, Mitchell, Haliburton, devant Gobert se tient, au sens où c'est pas seulement des scoreurs, mais aussi, enfin, en tout cas pour Haliburton, mais pour Booker aussi en un sens. Ils sont au centre de l'attaque de leur équipe. Tu vois, autant Kyrie derrière, ok, pas de problème, parce que c'est pas forcément lui qui tient l'attaque, c'est pas Ouais. C'est pas le moteur, quoi. playmaking. Voilà, c'est pas le moteur. Autant les 3 autres. Je me dis que c'est quand même la valeur centrale en NBA, quoi, cette capacité à être au cœur de l'attaque. Donc, je trouve que c'est une forme de logique à ce qu'il soit devant Gobert, quand même. Ok. Bon, après, le raisonnement, c'est un peu de... Gobert, c'est un peu un talent transcendant, et c'est un peu lui qui fait que Minnesota est à ce point fantastique en défense. Donc c'est lui qui, sur le net rating, fait gratter 3, 4, 5, 6 points de net rating de par cette défense d'élite qui est à 80% un peu lui. Alors j'exagère un peu, mais pour un peu modéliser. Alors que de l'autre côté, tu vois à quel point si on fait l'effet miroir, le net rating est amélioré par l'attaque, seulement par l'attaque, cette fois pas par la défense, mais que par l'attaque, par des Haliburton ou des Mitchell. Ce serait un peu là-dessus qu'il y aurait balance, quoi. Mais ok, donc je pense qu'on est à peu près dans la bonne zone. Et sur la fin de classement, alors, je sais qu'on a eu un intervenant qui était Flotix, qui était très sévère avec Klay Thompson. On l'a mis plutôt assez bas, mais en même temps, dans la discussion, ça s'entendait aussi, cet aspect moins efficace, la défense qui glisse, pas de passing, etc. Mais sur cette fin de classement, on a du Klay Thompson qui est avant-dernier, antépénultième, pardon. Et ensuite, Tyus Jones et Wendell Carter qui vont peut-être sauter pour qu'on remplace par d'autres noms. La fin de classement, ça te choque ou pas, tout ce qui est Klay Thompson, Jabari Smith juste au-dessus, Nesmith, Hunter aussi, pourquoi pas le reclasser? Bah, Hunter, je le trouve un peu haut pour le coup. Ouais. C'est vraiment pas un joueur qui me fascine. C'est vraiment un joueur que je trouve moyen en tout. Disons que c'est difficile de répondre comme ça parce que vu que c'est le bas de classement, alors qu'on n'a pas ce qu'il pourrait y avoir après, c'est Ouais. toujours un peu plus compliqué. Mais tu vois, j'ai vu donc pour entrer dans les coulisses que Guillaume m'a envoyé une liste de ceux qui ne sont pas classés pour l'instant et qui Best sont of en the rest, dehors. ouais. Best of the rest. Tu vois, un PJ Washington. Pour moi, je me demande si sur la saison, il n'a pas été plus intéressant qu'un Hunter ou... Alors qu'un Klay Thompson, je sais pas. Parce que malgré tout, Klay Thompson, il y a toujours euh, l'atout du shoot qui reste d'élite. Ouais. Euh, Alors, transition parfaite, je comptais te lancer sur le Best of the Rest. On nous a déjà parlé de Malik Monk, de Ivica Zubac, de Norman Powell, Colin Sexton, que des mecs qui sont bons sur le minutage, mais tu vois, ont des minutages plus petits que des gros titulaires. On a que des gros titulaires finalement dans ce top 100. Donc c'est un peu un choix là-dessus, mais ça peut se rediscuter de finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas Malik Monk ou Zubac qui sont à 26-25 minutes par match plutôt que Hunter qui est à 30, mais voilà, au final, c'est voilà, il vaut mieux un peu meilleur sur un peu moins de minutage. Ça rapporte plus par match, qui est un peu le critère de classement, c'est la valeur par match, grosso modo. Donc ça peut se discuter. PJ Washington, pour te dire pourquoi est-ce que je l'avais pas mis. Bon, il y a un truc par rapport à l'efficacité qui me plaît pas trop. C'est un joueur vraiment très très inefficace. Alors, tant mieux, il a mis quelques tirs, notamment en playoff à 3 points, c'est pas mal tombé certains matchs. Ok, mais tu vois, si on décompose un peu la saison, il fait quand même 44 matchs à Charlotte, assez nul et un peu osef, quoi, pour le coup. Et ensuite, c'est 29 matchs, donc une trentaine de matchs à Dallas. C'est pas mal, mais c'est là encore ultra inefficace. C'est que 30 matchs. Donc, si on prend, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si on prend sa vraie saison, c'est 30 matchs à Dallas, grosso modo. On est un peu en dessous de ce que j'aime bien, c'est-à-dire au moins une demi-saison de matchs intéressants, quoi. Mais après, on peut se dire aussi, si on rajoute les playoffs, on est largement aux 40-50. Ça peut se discuter. Et tu vois, tu me dis, est-ce que tu préfères la saison de Hunter ou de Washington? Qu'est-ce qui a rapporté le plus de valeur? C'est vrai que ça peut se discuter. Donc, je note Washington alors. Ouais, et c'est vrai le Malik Monk aussi, ça peut se discuter, tout comme il me semble R.J. Barrett qui fait quand même une deuxième partie de saison vraiment très bonne à Toronto, alors dans l'anonymat total,
mais qui va, à mon avis, ressembler un peu à un des cas dont on va parler aujourd'hui, mais en mieux. Oui, on nous avait déjà parlé, je crois que c'est Lucas qui nous a parlé très tôt de Barrett. Barrett, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que l'Enix, ça mérite pas d'être top 100. Toronto, oui, mais c'est 25 matchs, quoi. Là encore. Ouais, voilà. Donc c'est toujours ce truc de comment est-ce qu'on gère tout ça, mais ok, on a fait le best of the rest, je rajoute le nom de PJ Washington, on en discutera à la fin, je pense qu'on peut-être on l'inclura dans le classement. Ok pour le best of the rest, et donc la QV du jour que j'ai même pas encore annoncé, QV un peu particulière, qui tombe part un peu dans les deux sens, hein, j'ai l'impression, Rafa, avec du SGA, donc très très bien d'un côté, du Kuminga, du DeAndre Ayton, du Chris Middleton et du Pascal Siakam. QV assez pas du tout homogène, hein, hétérogène, on peut dire, je pense. Question habituelle avant qu'on les détaille un par un. Comment est-ce que tu as classé ces 5-là entre eux avant qu'on les intègre dans le classement? Alors pour moi, bon, de toute façon c'était très facile, c'est SGA en tête, bon là Ouais. aucun débat. Pas d'hésitation non plus pour le deuxième, j'avais Siakam. Ouais. C'est ensuite que c'est un peu plus compliqué. Moi j'aurais mis Middleton en 3, Ouais. Kuminga en 4 et Ayton en 5. Ouais. Eh bien, j'avais un peu pareil. SGA premier, Siakam deuxième. J'étais un peu tenté de mettre Kuminga en 3. Et après, Middleton 4 et Ayton 5. Mais je pense que le cas de Ayton est assez particulier. On va en discuter, mais bref, ok, on part là-dessus. Je suis d'accord que l'hésitation, enfin que j'ai eu, c'est un peu comme toi ce que tu dis, c'est entre Middleton et Kuminga. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de doute sur le fait qu'Ayton était 5, et sur le 1 et 2 non plus. Donc c'était là entre Middleton et Ayton, et Kuminga, qui classait 3. Sachant que je vais regarder la syllabe de l'an dernier, le top 100 de l'an dernier. Je crois qu'il était top 50 ou pas loin d'Andre Ayton. Si j'arrive à le trouver, ouais, il était aux portes du top 50. Donc je pense pas qu'il atterrisse à cet endroit cette année. Mais on va en discuter justement. Ok, bon, on peut aller sur notre premier joueur du jour si tu veux bien. Jonathan Kuminga, attaquons par lui justement. Donc 26 minutes par match, on va en parler. 26 minutes par match à peine pour Kuminga en moyenne cette année. 74 matchs, 103 de true shooting plus, donc plus 3% de réussite par rapport à la moyenne en termes d'efficacité individuelle, donc c'est bien, un plus 3%, sur 24% d'usage, un plutôt bon volume de responsabilité. Pour te lancer, on est sur enfin une saison, la saison de l'éclosion pour Kuminga. Oui, alors oui, je serais pas aussi définitif moi sur la saison de l'éclosion. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup plus joué. Comme je l'ai dit, il passe à 26 minutes, mais il me semble que d'une part, son rôle n'est pas encore très très clair, et d'autre part, du point de vue des stats, il n'y a quand même pas un saut qualitatif vraiment spectaculaire. Ouais. Enfin, il y en a bien une ou deux où c'est vraiment mieux, notamment sa capacité à aller chercher des lancers francs. Mais pour le reste, je trouve pas qu'on se dise c'est la saison de l'éclosion où ça y est, il est devenu un très bon joueur. Oui, tu veux dire, peut-être que l'explosion viendra plus tard à un plus haut niveau. Là, c'est peut-être juste qu'il s'est installé depuis role-player à titulaire, mais pas plus. On n'est pas sur l'explosion littéralement, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ce qui est difficile à savoir, c'est est-ce que ça tient au fait qu'il a eu plus d'opportunités et donc bon, voilà, il est pas vraiment un meilleur joueur qu'avant, mais il a eu plus d'opportunités. Ou Ouais. est-ce qu'il est vraiment un meilleur joueur qu'avant? Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que ça a été une saison vraiment irrégulière. Il y a eu, c'était au cœur de l'hiver, je crois vers janvier-février, où d'un coup il a fait 10 matchs d'affilée, où il était vraiment très 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 bon. Et puis sa fin de saison a été plus compliquée. Et d'ailleurs, bon, j'imagine hein, que le management de Steve Kerr doit pas trop aider parce qu'on a l'impression que Kerr lui-même ne sait pas trop toujours comment l'utiliser, s'il faut lui donner 30 minutes de temps de jeu ou plutôt 15. Bon. Ouais. Donc pour moi ça reste un peu un mystère, j'avoue, parce que aussi c'est le type de joueur dont je suis pas très fan parce qu'il y a plein de défauts sur lesquels je vois pas une énorme amélioration et qui sont notamment des défauts alors de ce qu'on appelle un peu généralement du QI basket, mais c'est un peu plus que ça, c'est en termes de vision du jeu, en termes de technique de dribble, là je vois pas une amélioration énorme. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette saison, il a eu plus d'opportunités de montrer son potentiel physique, qui est énorme, c'est vrai, et qui fait que c'est un joueur assez spectaculaire et qui fait qu'on peut se dire que oui, voilà, il a explosé parce qu'on le voit plus. De là à dire qu'il s'est installé comme déjà un très bon joueur, je suis un peu mesuré.
Bon, alors déjà, je m'excuse, j'ai dit, il a pas explosé littéralement tout à l'heure. Je m'excuse pour cette utilisation du mot littéralement très très mauvaise. En plus, devant toi, Rafa, prof de littérature, c'est la honte. J'ai envie de couper le podcast, mais non, pardon, blague à part. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Il a pas explosé à un plus haut niveau encore. Et effectivement, je pense qu'il reste peut-être un step. Même si je suis un peu comme toi, où de base, j'étais pas trop fan de cet aspect de le uber athlète, mais qui manque un peu de feeling, un peu de dribble, un peu de skills en fait, de toucher, tout ce genre de choses. Après, tu vois, bon déjà, premièrement, par rapport au minutage, comme dit, on a un peu des critères officieux de il faut au moins une demi-saison en termes de match et plutôt un minutage de titulaire au moins 28-29 pour intégrer le top 100. Et là, il est que à 26 sur la saison. Il faut aussi détailler que, en fait, il y a eu une prise de fonction en cours d'année, comme tu l'as dit, où il est passé de juste un joueur de rotation à finalement titulaire et un titulaire important. Donc, ça s'est opéré en janvier et avant l'année 2024, il est à peine à 22 minutes par match. Donc, voilà, genre de rotation un peu banal, 22 minutes par match à peine. Et à partir de janvier, le 1er janvier, il est carrément à 30 minutes par match sur la fin de saison. Et c'est 30 minutes par match sur 44 matchs sur la fin de saison. Donc, on va dire que pour moi, il passe un peu le cut vis-à-vis de ça, et puis aussi du niveau de jeu. Et je suis peut-être un peu plus chaud que toi, du coup, sur ça, alors que, comme dit, je suis un peu comme toi, j'aimais pas trop le profil à la base, etc., mais je trouve que l'insertion dans le starting line-up a permis pas mal de choses pour lui, pour les Warriors en tout cas, c'est-à-dire d'un point de vue identité tactique, ça a un peu éclairé certains trucs. On insistait beaucoup avec Kevin Looney, qui a aussi, c'est un joueur que l'Hipster aime bien parce qu'il pose des écrans, il va au rebond, etc. Mais je trouve ça parfois un peu exagéré à quel point il est admiré, Kevin Looney, et il posait aussi certains problèmes. Je trouve que l'insertion de Kuminga, ça a rajouté un peu du punch, un peu du dynamisme, un peu partout. Donc, notamment sur le jeu de transition qui a explosé dès qu'on l'a mis dans le 5, et ça a permis d'aller gratter plein de points faciles. C'était un peu un des secrets des Warriors deuxième partie de saison, c'est cette explosion du jeu en transition, parce que Looney il peut plus courir, hein, évidemment, alors que Kuminga, oui, des line-up beaucoup plus petits. Donc on a ça en attaque, un certain dynamisme aussi, peut-être on en reparlera, mais aussi en défense en fait, surtout. J'ai beaucoup aimé ça parce que du coup, tu vois, on avait affaire avec un Looney qui était un profil assez rigide, qui peut prendre que le gros adverse et défendre que le gros adverse, c'est pas plus que ça. Finalement, on a mis Kuminga à sa place, et ce qui permet Kuminga, qui lui a un éventail de postes à défendre qui est beaucoup plus grand. Il peut d'ailleurs défendre sur des plus petits, hein, même. Il est explosif, donc ça passe. Et ça a permis de pratiquer des schémas qui étaient bien meilleurs, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus agressifs, et surtout de déployer Draymond Green de plein de manières différentes. Et pas juste, Kevin Looney, t'es obligé de prendre le gros parce que tu peux prendre que lui, et donc Draymond, t'es obligé d'être cantonné à ce mec-là ou ce mec-là. Là, on a retrouvé un peu une certaine polyvalence de schéma, et donc un Draymond Green un peu plus off-ball, un peu plus rim protecteur, libéraux, etc., etc. Donc, tu vois, j'ai envie de dire, c'est même pas tant que lui. Je suis d'accord qu'il a pas tant changé que ça par rapport à l'an dernier. C'est peut-être une question aussi d'optimisation, comme tu disais, et de recontextualisation du joueur qui lui a servi, lui, et aussi à son équipe qui l'a pas mal aidé, je trouve. Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais malgré tout, ce qui, moi, fait que je suis un peu réservé, en un sens, c'est aussi que je trouve que c'est un profil qui, certes, comme tu l'as dit, a débloqué certaines choses, mais qui aussi en bloque pas mal d'autres. Et finalement, c'est pas un joueur très polyvalent, je trouve. Au sens En termes de spacing, tu veux dire ? En termes de spacing, en termes aussi d'intelligence de jeu. Et Ouais. on voit bien que l'une des grandes interrogations des Warriors, c'est comment on fait pour le faire jouer avec Andrew Wiggins, parce que les deux ont un peu les mêmes défauts finalement. Que défensivement, il le joue quasiment toujours au poste 4, donc ça veut dire Draymond Green en 5. Alors, ce qui est à plein d'atouts, mais ce qui est pas très viable sur le long terme non plus, d'où le fait que Jackson Davis est si utilisé aussi. Ouais. Et en fait, je m'interroge un peu sur est-ce que ces défauts-là, il peut les corriger au point d'être vraiment un joueur utile, ou est-ce qu'il faut organiser un 5 autour de lui? Dans ce cas-là, ça devient plus vraiment utile, parce que là, il profite du spacing de Curry, mais il y aura déjà plus Klay Thompson. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais je me demande dans quelle mesure l'investir de ce rôle de starter à temps plein, de lui donner 35 minutes et tout, va pas poser autant de problèmes que ça n'en résout. Ouais. Non, mais en un sens, oui, il y a certains compromis. En effet, d'ailleurs, le premier, c'est le shoot. Hein. Le shoot qui est quand même pas... Il y a une perte de spacing de par ce shoot. Après, de l'autre côté, je trouve que, tu vois, par rapport à un autre non-shooter qui était Looney, on apporte pas mal de dynamisme en termes de poste d'écran, en termes de cut, en termes de finition un peu agressive au panier, en termes de transition. Donc, pour moi, il y a cette valeur-là. Je suis d'accord, hein, qu'on n'est pas encore sur un créateur, ou en tout cas pas un de haut niveau, mais j'aime bien ce profil un peu défense très polyvalente, de bon niveau en plus en défense handball.
Off-ball, c'est pas la folie. Là, c'est plutôt Draymond qui s'en charge, mais c'est pas un mec qui va te faire des rotations en termes de protection de panier. Il va pas être monstrueux sur les lignes de passe. Il n'y a pas un playmaking défensif de haut niveau parce qu'il n'y a pas ce QI basket en général, on en a déjà parlé. Mais c'est un profil pour l'instant défensivement sympa et avec un peu de bonus en termes de. Ben voilà, il y a certains drives au moins, on arrive un peu à le mettre dans l'espace, à le lancer pour faire des drives. C'est pas la folie, mais c'est son style. C'est pas encore un style hyper léché, etc. Mais en termes d'efficacité, c'est pas mal. Alors, il n'y a pas le passing non plus, donc c'est pas encore complètement fonctionnel de manière élite. Mais tu vois, en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive, il est autour du 72e centile pour les mecs qui sont à plus de 5 drives par match. Donc il est mieux que à peu près les 3/4 de la NBA, en tout cas les 3/4 des mecs qui font pas mal de drives par match. Donc on est plutôt pas mal efficace, notamment une certaine agressivité dans le drive. Tu t'en parlais aussi de lancer franc, ça monte à un niveau quasiment d'élite, hein, de shooting foul, de percentage, de provocation de faute pendant les tirs. Donc ça c'est bien, je crois qu'on est à 16%, c'est un score d'élite clairement. Efficacité au panier, voilà, il y a plein de petits trucs, mais effectivement on n'est pas encore sur un niveau star, on n'est pas encore sur un niveau même créateur secondaire. On est plus sur le défenseur un peu polyvalent qui parfois peut faire de la pose d'écran, parfois peut faire des écrans inversés, parfois peut faire des cuts, la transition. Donc ça a une valeur qui va être limitée par rapport à des vrais créateurs. Mais je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, même si en effet il reste certaines faiblesses et qu'il reste encore certains step-up à faire éventuellement, quoi. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Sinon on peut faire la transition vers le classement directement. Où est-ce que tu l'imaginerais alors? Moi, je l'imaginerais dans le dernier quart. Ouais. Ouais. Hmm. Par exemple, on a d'autres défenseurs là. On a 26-27 McDaniels et KCP. Ah non, pour moi, il est bien en dessous de ça, hein. C'est ça, pour moi c'est un peu un point à pas dépasser fort du tout. Non, mais même, peu tu vois, un- je le mettrais en dessous de Keegan Murray ou de Jabari Smith. Ok, donc en gros, hein, pour dire le classement, on a Jaden McDaniels et KCP, 3&D d'élite, on va dire. Ensuite, on a un groupe de créateurs secondaires, Mike Conley, Vassell, Bogdanovic, McCollum, etc. Et ensuite, on retrouve de nouveau un peu des ailiers défenseurs, on va dire, mais un peu moins transcendants que McDaniels et KCP. Donc toi, tu le mettrais groupe Keegan Murray, Hunter, Nesmith, Jabari Smith, etc., quoi. Ouais. Oui, ça me va. Ça me va, ouais, ça me va. On peut le mettre par là, peut-être au-dessus de ce groupe-là, alors, ou pas. Ou au milieu. Ben, en fait, c'est la place. Pour moi, il est au-dessus de DeAndre Hunter, mais c'est que Hunter, je le trouve un peu haut. Donc, mais je le mettrais, moi, ouais, je le mettrais un peu en dessous quand même de Murray et de Smith. Mais c'est que Hunter et Nesmith pour moi sont un peu hauts par rapport à Murray et Jabari Smith, donc c'est pour ça que, enfin, je vais pas trop faire tout le classement, quoi. On peut en classer, mais après, tu vois, par rapport à Klay Thompson, c'est pour ça on en discutait en début de podcast, mais est-ce que Klay Thompson, on peut pas aussi un peu le reclasser à la hausse ou pas? Parce que le duel Kuminga-Klay Thompson, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai pas non plus envie qu'il y ait trop d'écart entre ces deux, quoi, au final. Ah oui, je suis d'accord. Je pense que ça se discute qui a été le deuxième meilleur joueur enfin le troisième, pardon, meilleur de la saison des Warriors. Donc, pour le coup, ça me choquerait pas qu'il soit juste au-dessus de Klay Thompson, mais je suis d'accord qu'il n'y a pas un écart dingue non plus. Ils apportent tous les deux des choses absolument différentes. Ce que je te propose, c'est ce qu'on peut faire, c'est on reclasse. Donc on a Keegan Murray et Jabari Smith. Ça te va si on fait ça? Ouais. Ensuite, on enchaîne avec Kuminga. Ouais. Voilà, on le met là. On met Klay Thompson juste en dessous alors, un truc comme ça. Comme ça, on les colle un peu. Ok. Et ensuite, DeAndre Hunter et Nesmith que tu as voulu un peu reclasser à la baisse. Est-ce qu'un truc comme ça pourrait marcher? Ouais. Ok, bah faisons comme ça alors. On peut essayer de faire comme ça. Ça marche. Mais en fait, ce que j'aime bien, tu vois, par rapport à des Hunter et des Nesmith, c'est qu'on a quand même je trouve un peu meilleur en défense, en termes de Oui. défendre plusieurs postes à la fois, et même sur l'homme. Enfin, tu vois, Nesmith, c'est très bien, mais c'est que des postes 1, 2, 3, quoi, grosso modo. Et puis Hunter, ça peut. Voilà, c'est pas top non plus, mais ok. Non, mais ok, faisons comme ça. On peut faire comme ça. Et donc, petit quiz pour finir. Est-ce que tu te souvenais qu'il y avait des quiz à la fin pour se remémorer des actions marquantes de la saison? Ah oui, je suis nul à ces actions marquantes, parce que je m'en rappelle jamais. Nous sommes le 1er mars 2024 et c'est un poster dunk sur Immanuel Quickley. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs qui sont sur le terrain au moment de ce poster dunk sur Quickley? Oula, donc c'est contre Toronto. Scotty Barnes. Pas sur le terrain, non. Ok. RJ Barrett. Oui, tout à fait. Jacob Poeltl. Oui, tout à fait. Grady Dick.
Non, un autre shooter qui a fait 3 passes en carrière depuis Duke. Gary Trent. Exactement, Gary Trent Jr. qui est par là. Et donc Et le dernier... Il me manque un Raptor. Ouais. C'est un mec qui a beaucoup bougé récemment alors qu'il n'a pas été drafté il y a si longtemps que ça. Il était dans le trade de Gobert à la base. Drafté par Cleveland. Échangé à Utah directement. Utah, ça n'a pas trop fonctionné. Échangé à Toronto. Agbaji. Exactement, Ochai Agbaji. Et sur le terrain pour Toronto. Et donc de l'autre côté Warriors. Curry, oui. Thompson, Draymond, Kuminga aussi, on l'a pas dit évidemment. Et donc le dernier. Et le dernier, Podziemski. Non, il a fendu la mer en deux. Moody. Exactement. Moses Moody. Le Moïse Moody, exactement. Voilà qui est sur le terrain. Tu vois, c'est pas trop dur pour commencer ce petit quiz. On y va tranquillement, pour le coup. Avançons alors, on peut passer à un autre cas compliqué. Bah tiens, on était en duel un peu les deux. Donc on peut aller sur Middleton si tu veux bien. Chris Middleton, 27 minutes par match, 55 matchs pour Middleton cette saison, 103 de true shooting plus, 24% d'usage cette saison, donc plus 3% d'efficacité sur un usage de deuxième option d'équipe, grosso modo. Et c'est vrai que pour te lancer, on est mine de rien sur... il sort d'une année 2023 où il était blessé, mais on est encore en 2024 là sur une saison un peu compliquée, et notamment avec un déclin physique. Oui, un déclin physique, ça c'est sûr. Et alors en même temps, tu regardes ses stats offensives, ça reste excellent. Ça reste un shooter et un créateur de tirs d'élite. Mais ce qui fait que c'est plus le même Middleton qu'avant ses blessures, c'est évidemment en défense, quoi. Défensivement, c'est devenu un joueur, j'allais dire très limité, c'est un peu sévère. Mais c'est plus du tout un stopper. C'était un très bon défenseur, Middleton, pas un stopper d'élite non plus, mais là aujourd'hui c'est plutôt presque un joueur qu'on attaque, ce qui pose problème vu qu'il y a Lillard aussi, mais ça c'est une autre question. Donc oui, là de ce point de vue là, et puis en plus je crois qu'il a encore été opéré pendant l'été, on sent bien que il y a une fragilité là qui est structurelle, et donc et qui fait que l'imaginer jouer 82 matchs dans une saison, c'est à peu près terminé, je pense. Ouais. Mais malgré tout, et moi c'est ce qui me faisait le mettre au-dessus de Kuminga, il y a une efficacité qui est toujours quasiment d'élite. Peut-être encouragé par le fait qu'il a eu moins de responsabilités offensives vu que Damian Lillard est arrivé, qu'il avait plus besoin d'être la deuxième option mais la troisième. Et je trouve que dans ce rôle-là, même s'il n'a pas pu faire toute la saison, dans ce rôle-là, il a été plutôt très efficace, notamment en ayant un peu moins la balle en main, parce que ce déclin physique, ça se voit aussi dans sa capacité à se créer son tir, à attaquer les défenseurs, à aller au drive. Mais finalement, il y a un peu moins besoin qu'il fasse ça, puisque maintenant, il peut plutôt être la troisième option, c'est-à-dire qu'on l'a vu pas mal poser des écrans ou des faux écrans pour ensuite aller se libérer dans le corner, des choses comme ça. Ouais. Qui est un rôle vraiment intéressant pour lui. Et je trouve que finalement, ça correspond bien à quel est son état physique aujourd'hui. Et ça ferait une troisième option absolument parfaite si il n'y avait pas le problème défensif. Oui, c'est vrai que on a un peu ce... Alors il est pas vieux en plus, hein. Il est pas si vieux que ça, il doit avoir quoi, 33 ans, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, il a pas 36, quoi, il a pas 37, 38, quoi. C'est vraiment, je pense, un déclin aussi lié aux blessures qui l'ont un peu ralenti. Et c'est dommage parce que tu te souviens aussi du prime de Middleton qui était en fait un couteau suisse à tout faire, quoi. Qui était notamment un peu de création balle en main, un peu création pour autrui aussi avec du passing et surtout la défense aussi. Quand il commence un peu à émerger à Milwaukee, époque John Kidd, c'est aussi un mec qui est plutôt polyvalent et plutôt bon en termes de défense. Alors jamais génial, mais quand même plutôt bon. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, c'est aussi un des problèmes des Bucks. C'est la défense sur l'homme. Ok, mais même en termes de défense collective, en fait, tu sais, c'est ce côté où, pour faire des rotations, c'est compliqué avec Middleton qui bouge pas trop, avec Lillard qui a jamais été très bon là-dessus, avec des Beasley qui est parfois un peu perdu, ou des choses comme ça. C'est la défense collective, finalement, en termes de rotation, faire la deuxième, la troisième, la quatrième rotation d'une possession, c'était compliqué. Et à mon avis, il fait un peu partie de ça. Donc, on a perdu cette défense off-ball, on a aussi perdu la défense on-ball un peu, parce que ça devient très rigide, quoi. Il peut plus trop bouger.
Mais c'est vrai que, paradoxalement, enfin, ou pas d'ailleurs, mais je trouve qu'il mérite un peu d'être dans le top 100, ou en tout cas, il a encore pas mal de valeur parce qu'il a un shot-making de folie, quoi. Et ce qu'il a un peu perdu en mobilité et en déclin physique, finalement, il a un peu gagné avec le shot-making, avec l'âge. Et il fait une saison quand même, 38% à 3 points sur 4,5 par match. Déjà, ça, c'est pas mal. Mais surtout, je sais pas si t'as vu, 60% sur les longs 2, sur les longs tirs de points, 60% d'efficacité. Ouais. Bon, c'est qu'une saison, c'est un échantillon qui est pas énorme, mais tout de même, quoi, 60% sur les longs 2, sachant qu'en plus, c'est un des joueurs qui en prend le plus en NBA en termes de longs tirs à 2 points, les mi-distances un peu éloignées du panier. Il est un quart de son répertoire, c'est des longs tirs à 2 points. Ce qui est énorme, hein. Je crois qu'un peu au-dessus, on a du DeRozan ou des mecs comme ça, mais c'est une énorme fréquence de ce genre de tir. Et on a vraiment un peu, je trouve, un peu une caricature de. Pas une caricature, mais on n'est plus du tout sur le joueur qu'on avait, qui était relativement complet, qui pouvait faire un peu de drive, un peu de pull-up, un peu de 3 points, un peu de sortie d'écran aussi. Là, pour le coup, on a un peu, pour de vrai, la caricature du mec qui bouge pas trop sur isolation. Il prend la balle, il fait un jab step, il shoot par-dessus, et puis ça rentre, quoi. Ouais. Et bon, c'est fou qu'il soit à ce pourcentage-là, et c'est ce qui explique en partie son efficacité, hein, Ouais. mais bon, en même temps, ça serait problématique s'il savait faire que ça, mais comme il est aussi plutôt efficace à 3 points, alors je suis en train d'essayer de retrouver la stat, mais je sais pas si tu l'as sous les yeux, il me semble qu'il tourne à 38, non? Quelque chose comme ça. 38, ouais. 38 Ouais, à 3 points, ouais. ça fait qu'il est quand même assez polyvalent, parce que même, malgré ce qu'on a dit sur le fait que physiquement il y avait un vrai déclin et tout, c'est vrai que par rapport à ses grandes années il y a 4-5 ans, il attaque beaucoup moins le cercle, mais il reste Ouais. assez efficace. Enfin, il est à 67%, alors il prend 2 fois moins de tirs au cercle qu'il y a 4 ans. C'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'il a aussi cette intelligence de jeu qui fait que, contrairement à certains shotmakers qui, quand ils vieillissent et quand leurs moyens physiques baissent, sont pas capables d'adapter leur jeu. Lui, il me semble qu'il a été capable assez vite d'adapter son jeu, peut-être aussi, alors là j'en sais rien, c'est vraiment de la pure conjoncture, mais conjecture, pardon, peut-être aussi parce qu'il a commencé sa carrière comme n'étant pas une première option. Et donc finalement c'est un peu plus naturel de revenir à l'état des choses de son début de carrière où il n'était pas attendu du tout comme ayant un usage de cette façon-là. Ouais, tu veux dire, il y a certaines anciennes stars qui vieillissent en disant non, moi je veux pas me transformer, je veux rester le mec qui crée, le mec qui fait des pull-ups, le mec qui fait tout ça, quoi. Alors que lui, il arrive à vieillir avec cette métamorphose de je peux avoir une valeur autrement. Ce qui n'est pas le cas de tous les créateurs, en effet. Donc il y a ça, il y a ce spacing qui, à mon avis, est pas mal. Mine de rien aussi, cette création de pull-up ou isolation, même si ça bouge pas trop sur isolation, mais au moins on a ça. Et puis le passing aussi. C'est un truc qu'on a toujours beaucoup aimé avec le cas de Middleton, c'est un peu de création. Alors là encore, hein, c'est pas de la création hyper dynamique, c'est pas un truc qui va comment dire, éclater une défense, faire casser un état stable de homme à homme et puis créer des décalages à foison. Ça bouge pas beaucoup, mais je trouve que c'est un passing intelligent, un passing fluide, un peu de pick and roll, un peu de faire l'extra passe, la bonne action, ce genre de bonnes actions. Et bon, il y a beaucoup de déchets aussi en termes de turnover, donc ça c'est un peu dommage. Mais tu vois, on a un package au final qui je pense, à mon avis, est plutôt une valeur neutre ou alors neutre négative en défense actuellement, mais qui a un shot making, peut mettre des pull-ups, qui d'ailleurs quand il y a ni Giannis ni Lillard, il peut prendre un peu plus de volume sur cette création de pull-up et de balle en main, qui a du passing, qui a du spacing. Ça fait un package qui est pas mal, mais c'est peut-être juste qu'on regrette le joueur qui était top 25, top 30 qu'on a eu jusqu'à il y a pas si longtemps que ça avant les blessures en fait. Ouais, bien sûr, mais bon, encore une fois, pour dire les blessures qu'il a eues, je trouve que finalement il s'en sort pas mal et ça reste sans aucun doute un joueur titulaire utile, quoi. Après, bon, j'ai pas remarqué quand j'ai fait la playlist, mais tu vois, il est que à 27 minutes par match. Ouais. C'est un peu limite par rapport à nos critères, mais bon, on va pas non plus jouer à la virgule près ou à la minute près, quoi. Tu vois, mais mais tu vois, si on l'intègre lui, ça me renforce un peu dans l'idée que ouais, tout ce qui est Malik Monk, Powell et Zubac, il faudrait peut-être qu'on les rajoute, quoi, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un écart énorme déjà en termes de minutage, mais même en termes d'impact de ces joueurs-là par rapport à Middleton. Mais ok, mais alors faisons la transition vers le classement. Sauf arrête-moi si tu as autre chose à rajouter. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant aussi de le comparer à Klay Thompson, en un sens, parce que c'est un peu le même profil, c'est le même poste, c'est un peu le même profil aussi de troisième option maintenant, et il me semble, je sais pas ce que t'en penses, que Middleton est un peu supérieur. Oui, alors déjà sur l'année il est efficace lui, alors que c'est plus trop le cas de Klay Thompson. Après tout de même,
C'est vrai que tu vois, quand tu fais la comparaison, alors il n'y a pas le passing. Il n'y a pas le passing, c'est vrai, chez Klay Thompson. Mais Klay Thompson, il y a quand même de la création de jeu un peu par son jeu sans ballon, tout ce qui est sortie d'écran. Donc création un peu indirecte, mais création tout de même, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a pas. Même par rapport à ça, le défenseur, tu préfères le défenseur Middleton ou Klay Thompson? Je pense que je prends quand même Klay Thompson, hein. Je sais pas, parce qu'il me semble que Klay Thompson, c'est devenu vraiment compliqué. Hein. Euh... Ouais, mais ça part de plus haut, quoi. Ouais, non, mais Oui, c'est vrai que ça vaut, part de se plus vaut. haut. Ça part de plus haut, mais tu vois, il me semble que Thompson est plus capable de défendre sur les postes 2 aujourd'hui. Je te dis pas que Ouais. Middleton est capable à fond, mais Non, mais ça se vaut. Bah, d'ailleurs, dans le classement, est-ce que on va taper pas loin du coup, ou où est-ce que tu l'imagines dans le classement? On a mis Kuminga autour de Keegan Murray, Jabari Smith et des mecs comme ça. On le mettrait du coup plutôt au-dessus? ouais, moi je l'aurais bien mis donc autour de la 32e, 33e place, un peu juste en dessous de McCollum, DeJounte Murray, vers Tyler Hero, quoi. Ouais, donc on aurait tout un groupe de créateurs secondaires là, Ouais. Hero, Murray, McCollum, peut-être un peu en dessous du coup, Oui, oui, oui. pour le côté défensif. Puis j'ai l'impression que c'est des mecs qui ont plus de volume aussi, ou alors plus de passing, quoique tu vois, ça peut se batailler hein, finalement. Tu vois, Hero c'est pas non plus la folie en défense, McCollum non plus. Ouais, je pense qu'on est à peu près dans la bonne zone. Ok. Et est-ce que du coup, tant qu'à faire, est-ce qu'on reclasse encore une fois Klay Thompson ou pas? Est-ce qu'on les colle les deux? Non, 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 je pense enfin, pour moi, il est au-dessus D'accord, de ok. Klay Thompson. Mais bon, Ok. Bon, après, ils sont pas loin, ils sont à 3 places près. Hein. Mais ok. Mettons-le là, alors on le met entre Tyler Hero et Keegan Murray. Comme ça hmm. se départage un peu les deux groupes de créateurs et ensuite les ailiers défensifs. Ok, ça marche. Faisons ça. Et donc, petite trivia pour finir, qui est sur le terrain? On se remémore des actions marquantes de cette saison. Tu remarques mon ironie. Nous sommes le 22 janvier 2024. J'ai pas trouvé d'action marquante. Hein. J'ai pas trouvé de poster dunk. J'ai pas trouvé de trucs comme ça, de contre sur un dunk de LeBron James. Non, il y a pas ça. Mais j'ai quand même pris un dunk. Rafa, j'ai pris un dunk puisqu'il n'a fait que il a fait que 2 dunks en 2024, donc j'ai pris un de ces 2 dunks. Est-ce que tu es capable de me citer un des 2 dunks de Chris Middleton cette saison? C'est contre Détroit. Il fait un pick six, comme on dit en NFL. Il fait l'interception et puis dunk de l'autre côté. Qui est sur le terrain au moment de ce dunk marquant de Middleton en 2024? Attends, contre Détroit, et tu peux me redire la date? Parce que comme Détroit, ils 22 ont... janvier contre Détroit. Alors, bon, alors, on va commencer par les Bucks, parce que c'est plus facile. Donc, il y a Giannis, Oui, Brook Lopez, oui, Jake Crowder, non, Malik Beasley, oui, il m'en manque un, bah, Lillard. oui. Ok. Donc les Bucks, ça va, c'est fait. Et maintenant, on va s'amuser. Donc, bon, ça a l'air d'être le 5 majeur des Bucks. Donc, on va parier que c'est le 5 majeur des Pistons. Ce qui est déjà, bon. Enfin, majeur est un grand mot. Kate Cunningham. Cade n'est pas sur le terrain, non. Alors, bon. Jaden Ivey. Oui, Ivy est là. Euh, Jalen Duren. Duren est là, oui, en effet. Oscar Thompson. Non, pas sur le terrain. Euh, On a un ancien des Nets, des Brooklyn Nets, qui a fait Brooklyn, qui a fait Indiana, qui a fait Utah, qui a fait Détroit, qui a été échangé à New York. qui a été échangé dans cette saison. Oui, il a fait Détroit, New York. Il a fait les belles années de Utah à l'époque. Il était là déjà il y a 10 ans avec Jason Kidd chez les Nets, un Européen. Ah oui, Bogdanovic. Exactement, Bojan Bogdanovic est là. Est-ce qu'il y a Isaiah Stewart? Non, il te reste 2 extérieurs. Alors il y en a un, si je te dis inefficacité record en NBA. Killian Hayes? Exactement, Killian Hayes est là. Marcus Sasser, l'autre? Et l'autre, c'est pas Marcus Sasser, monsieur juste Leblanc. Non, c'est c'est un ancien de Kentucky. Un ancien de Il y en a Kentucky, beaucoup. plutôt typé shooter, qui a pas fait grand-chose pour le coup, qui s'était fait drafter dans la loterie, mais qui a pas fait grand-chose. Il se fait drafter Comment je peux le en quelle décrire? année? Attends, qui c'est qui a... 2018 par les Knicks. Ouais. Il a fait New York, Atlanta, Détroit, Portland, Détroit. Autant te dire que c'est la folie. Et en plus, j'ai Wayne Ellington qui me vient, alors que je sais très bien que c'est pas lui, qu'il n'y a aucune raison que de penser à Wayne Ellington dans ce C'était à contexte-là. peu près il y a 7-8 ans, Wayne Oui, Ellington, voilà, ouais. c'est ça. 25 ans à peine, 9e choix en 2018. La fabuleuse draft 2018 en plus. Non, mais c'est affreux de pas se souvenir de ça. Passé par Kentucky, drafté avant SGA d'ailleurs. Il faisait partie de l'équipe de Kentucky avec SGA, drafté avant SGA.
Et je promets à tous ceux qui nous écoutent que je ne suis pas en train de chercher sur Internet, justement, parce que je veux trouver, mais je ne trouve pas. J'arrive pas à trouver de jeu de mots avec son nom de famille, mais c'est un Kevin. Ah, c'est Kevin Knox. Exactement, Ah, Kevin ouais, Knox d'accord. qui est sur le terrain. Tout à fait, Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de. d'accord. pas de jeu de Non, mots mais je pense que tu aies parlé de shooter m'a perturbé. Je me suis attendu à quelqu'un qui mettait ses shoots. Mais bref, on avance. Troisième joueur du jour, on peut aller sur DeAndre Ayton, si tu veux bien. Ayton, le petit topo, 32 minutes par match sur 55 matchs cette année en NBA. Quoique, il était à Portland. 101 de true shooting plus, donc à peine plus 1% d'efficacité relatif à la moyenne. On va en reparler. Il est au niveau moyen de NBA, mais on va en rediscuter. Sur un usage de 21% selon Basketball Reference. Donc, un usage assez modeste pour le coup, pas non plus un énorme volume. Et c'est vrai que pour te lancer, très simplement, on est sur une saison de déception et même peut-être la pire de sa carrière. Oui. Oui, je pense. Alors en fait, il y a eu un peu deux parties à sa saison. Il y a eu une très grande partie assez nulle. En gros, 3 bons quarts. Et puis il s'est réveillé dans les 20 derniers matchs où il doit tourner à 20 points, 11 rebonds, je crois, quelque chose comme ça. Mais quelle valeur faut accorder à ça? Ouais. Je suis pas sûr qu'il faille en accorder une grosse parce qu'on sait historiquement que les joueurs comme ça qui pendant 20 matchs à la fin de la saison, quand il n'y a plus trop d'enjeux, dans une équipe qui tank et qui font des grosses stats, c'est rarement très révélateur. Je me rappelle très bien de la fin de saison rookie de Gorgui Dieng, où d'un coup il fait 18 points, 14 rebonds et tout pendant 15 matchs avec le Minnesota. Moi, dans cette veine, j'avais aussi le mois de avril 2013 complètement fou de Tobias Harris à Orlando aussi. On a vu que Oui. ça a donné de Oui, très oui. grandes choses. Et donc je suis pas sûr qu'il faille en accorder beaucoup de crédit à ça. Bon alors il s'est un peu réveillé, c'est toujours ça, hein, mais c'est vrai que c'est une saison complètement endormie, quoi. Il y a Ouais. quand même son point par tir qui baisse de manière incroyable, quoi, de 6 points, c'est énorme. Et puis par ailleurs, enfin tous les défauts qui ont été relevés depuis longtemps chez Ayton, c'est-à-dire une forme de passivité, une absence de passing et tout ça, étaient encore plus présents cette année. Juste une stat, par exemple, il est la stat qui s'appelle, alors bon, c'est un peu du jargon, quoi, c'est ce qu'on appelle le shooting fall percentage, c'est-à-dire le nombre, je sais jamais l'expliquer Les fautes provoquées pendant une tentative de tir. voilà, c'est ça, le pourcentage de tentatives de tir sur lesquelles il y a faute sur lui. Bon. Ouais. Il est à 5,1%, ce qui pour les pivots est parmi les pires, quoi. Je crois que c'est le 11e percentile. Il va toujours pas au cercle, alors qu'il a tous les atouts physiques. Il prend de plus en plus de tirs mi-distance, où il est plutôt efficace, mais disons qu'il y a une forme d'augmentation de sa passivité, comme si il ne faisait que être plus passif depuis qu'il est arrivé en NBA. Et alors que, bon, les 2-3 premières saisons, on en avait déjà parlé ensemble, il y avait des choses agaçantes, mais il y avait des choses aussi intéressantes, prometteuses. C'est comme si les choses intéressantes et prometteuses peu à peu s'effritaient, et qu'il ne restait que le côté très agaçant d'un joueur qui donne l'impression j'aime pas utiliser cette expression, mais de pas être motivé, de pas avoir envie. Alors bon, je sais pas, est-ce que c'est le contexte sportif qui fait ça, mais en tout cas, ça aide pas son image et ça aide pas sa réputation, quoi. Et bon, c'est bien beau de se réveiller dans les 20 derniers matchs, mais bon, en tout cas, je prendrais pas comme un vote de confiance le fait que les Blazers aient drafté si haut Donovan Clingan pile à son poste, quoi. Exactement. Ça, c'est un peu le. Mais c'est ça qui est un peu bizarre. Mais alors, juste avant ça, stat, t'as parlé du shooting foul percentage, donc les provocations de faute. On sait que c'est sa faiblesse depuis toujours, mais si je peux me permettre de reformuler encore plus sensationnel, Rafa. J'ai compté, tu sais, il y a des sites de highlight et tout où tu demandes donne-moi tous les tirs, donne-moi tous les paniers, etc. Et j'ai compté 40 fautes provoquées cette année. 40. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, 40 c'est quand même trop bas et tout. 40 en 1700 minutes, 40 fautes provoquées en 1700 minutes jouées cette saison. Et donc je suis allé voir, donc 5% de shooting foul percentage, on multiplie par le nombre de tirs. Non, effectivement, ça donne oui, on est sur 40, quoi. C'est dingue de se dire, il a passé 1700 minutes, presque 1800 sur le terrain, il a provoqué 40 fautes.
Et surtout parce que c'est un pivot en fait, et qu'il est censé un peu jouer au panier, mais bon bref, ça c'est un peu le Ayton de d'habitude, mais presque non en fait, c'est encore pire que d'habitude. Et c'est là où je comprends pas trop. Alors pour moi Ayton c'est le grand malentendu. Voilà, depuis le début, depuis tu faisais la draft comme moi à l'époque, pour moi c'est le grand malentendu on l'a imaginé comme le pivot go-to guy, pour ça qu'on a rationalisé pour dire non mais finalement ça peut être un go-to guy de post-up comme avant, etc. Alors qu'il lui manque plein de critères, il lui manque le passing, il lui manque le scoring sur post-up, un scoring un peu plus implacable, il manque plein de trucs, mais donc mauvais casting de base, et pourtant il s'était un peu réinventé en role-player génial, je trouve, c'est-à-dire que tu en parlais d'efficacité, il est au niveau moyen de NBA cette année. Alors que tu prends les années Chris Paul, il fait du plus 14%, plus 16%, plus 6% même encore l'an dernier. Parce que bon, Chris Paul est un peu moins bon, donc lui aussi en profite moins, mais il y a un peu cet aspect où c'était devenu un défenseur top, et en plus finisseur top, peut-être un des meilleurs finisseurs purs de NBA sur tout ce qui est finition intérieure. Donc ouais, on s'était retransformé allez, on abandonne un peu les rêves de go-to-guy, et puis on repasse sur top role-player de NBA, qui à mon avis peut aller gratter le top 40 NBA hein, quand il est en forme, le côté défense intérieure plus finition d'élite. Et sauf que depuis, je crois qu'on avait parlé ensemble, hein, c'est quand tu as sa free agency, on avait fait un podcast où on avait un peu refait son profil, etc. Et en fait, il veut se barrer de Phoenix parce qu'il veut des responsabilités. Il re-signe à Phoenix parce que Phoenix s'aligne, il est pas content, ça fait une année 2023 qui est pas top. Et là, le truc qui m'étonne, c'est que j'avais l'impression, et c'est un peu les bruits qu'on avait, c'est que Portland était allé le chercher. Donc je m'étais dit, bon ben c'est Mike Schmitz qui est ancien scout de draft Express, pardon, qui l'aimait bien, il va pouvoir le relancer, etc. Et presque ma déception, c'est même pas tant que ça sur la production, c'est aussi sur le volume, quoi. En fait, on n'a même pas eu un volume plus gros que d'habitude, donc même ça m'étonne en fait. Je m'attendais à, tu vois, le cas classique de, bon bah allez, il va prendre beaucoup de tirs, il va y avoir beaucoup de déchets, ça va pas être efficace, mais il va être testé en go-to-guy. Et en fait, même ça, on l'a même pas eu, quoi. Oui, exactement. C'est vrai que tout le monde disait c'est un super coup qu'ils ont fait, il sera dans une situation où il sera première option. Mais le malentendu, c'est qu'il peut pas être première option. Ou qu'il veut pas, je sais pas. C'est au contraire, presque. C'est en role player, quand il est très cadré, visiblement, que ça marche mieux. Mais tous les indicateurs de manque d'envie, je sais pas comment faut dire ça, mais aller dans ce sens-là. Et là, c'est la confirmation éclatante, quoi. Que il lui faut un contexte. Mais en même temps, on dit ça, il lui faut un contexte où il est motivé, où il est encadré. Mais à Phoenix, ça s'est mal passé à la fin. Donc, moi, je trouve presque que ça ressemble à une saison qui dit sa carrière à NBA va pas durer beaucoup. Et moi, j'en suis presque là avec lui, à me dire dans 3-4 ans, DeAndre Ayton, il est sur des contrats minimum et on s'aperçoit que ça marche pas. Bah, j'espère pas, parce que la version qu'on a eue à Phoenix, elle était assez intéressante, mais je te rejoins que il y a un peu cette différence entre le rôle dans lequel il est bon, c'est-à-dire role player finalement, un role player de très bon niveau hein, pour le coup, mais tout de même répertoire limité, mais lui il veut plus. Je pense qu'il veut plus, il a son statut, il veut plus. En même temps il veut plus, et là cette année il l'a pas fait non plus, quoi, tu vois. C'est donc ça qui est un peu paradoxal. Et même la chute d'efficacité, on peut se dire ouais, mais parce que du coup il jouait avec Chris Paul, donc il avait que des dunks, alors que là cette année il doit créer beaucoup plus. Bah pas tant que ça, hein. Tu regardes le pourcentage de paniers assistés, on est encore à 75% de paniers assistés. Donc voilà, à Phoenix on était autour des 80. Donc voilà, on n'est pas passé sur un mec qui d'un coup passe de 80%, allez, 50% à peine de paniers assistés, beaucoup plus créateur. Non, pas tant que ça, c'est juste une année amorphe, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce qui s'est passé, pas efficace, mais en même temps pas non plus beaucoup de création. Tu prends ses post-up, il en fait 2,5 par match de post-up cette année. Il a la deuxième pire efficacité de toute la NBA en termes de post-up. Il est au niveau de Sabonis et de Wembanyama, à égalité avec Wembanyama. C'est le deuxième pire à égalité avec Wemby en termes d'efficacité sur post-up, quoi. Donc c'est quand même assez mauvais. On n'a pas du tout cet aspect de création. Les lancers francs, on a déjà parlé. Ce qui fait de bien, c'est les longs 2. Les longs tirs à 2 points, il est à 50%. Mais c'est toujours un peu dommage parce que c'est le genre de pick and pop où on se dirait ce serait tellement bien que ce soit à 3 points. C'était un peu le rêve d'ailleurs à la draft. Et sauf qu'on l'a pas, quoi. Le tir ne s'étend pas jusqu'aux 3 points. On a que des longs 2. Bon, ok. Et surtout, donc on a parlé que de l'attaque, mais même la défense, je trouve que bon, c'est toujours difficile de juger dans ce contexte-là, mais on n'a pas du tout le bon défenseur qu'on a eu à son prime, malheureusement. On parle de prime hein, déjà, alors qu'il a que 25 ans, mais à son paroxysme, comme on a eu en 2021-2022 à Phoenix, où on avait un vrai bon défenseur très complet, notamment plutôt très bon en protection de panier, mais aussi relativement mobile dans le périmètre, les pick and roll, etc.
je trouve qu'on a perdu ça totalement aussi, quoi. Mais malgré et modulo le contexte de Portland qui est pas bon, mais même lui, ses performances est pas top. Et tu vois, indicateur comme un autre, mais à quel point est-ce qu'il inflige une perte d'efficacité au panier? Il est à peine à moins 1% de perte d'efficacité infligée au panier aux adversaires sous le panier quand lui est sous le panier. Donc en gros, pas énorme, hein, alors que l'an dernier, il était à moins 3. Donc déjà un peu mieux. L'année d'avant, en 2022, il était à moins 6. 2021, quasiment moins 7% de perte d'efficacité infligée au panier. Voilà, on avait affaire à un vrai bon défenseur impactant au panier, en protection de panier. Là, on a un peu tout perdu, quoi. Donc je sais pas trop quoi en faire, et je peux te proposer qu'on aille vers le classement. Où est-ce qu'on va? Et moi, enfin, à mon sens, on va en dehors du top 100, mais bon, moi je le mettrai en dernier. Je crois que je suis d'accord. On peut le mettre à côté de Wendell Carter Jr. Et je pense qu'on le swappera avec quelqu'un d'autre qui va rentrer à sa place. Je suis d'accord. Après, c'est pas cata, tu vois. C'est pas genre large inefficacité sur un gros volume, donc il fait perdre beaucoup de points. Mais c'est juste que c'est neutre, en fait. C'est neutre, et comme il n'y a plus la défense intérieure, qui pour moi, c'est ce qui lui faisait gagner des points, je suis d'accord qu'il n'y a pas tant de valeur ajoutée, quoi. C'est la valeur neutre par excellence, j'ai l'impression, et donc c'est bien. Enfin, c'est pas cata en NBA, mais pour un top 100, oui, c'est tout en bas, quoi. En top 100, il n'y a que des valeurs positives, a priori, quoi. Ouais. On est d'accord. Donc on le met tout en bas. Ok, pas plus de à dire là-dessus. Ok, et bien finissons. Pardon, je me marre tout seul de mes blagues. Non, mais c'est parce que j'ai préparé la fiche il y a longtemps, donc j'ai oublié, mais maintenant je me remémore. On est le 14 novembre, petit quiz pour terminer, petit trivia. 14 novembre 2023, on se remémore des actions marquantes de la saison. J'ai pris une action où il arrivait à provoquer une faute cette saison. Une action où il provoque une faute contre Utah sur un tir. J'ai dit, il n'y en a que 40 cette année. Je me suis dit, je vais le faire à Rafa. On est contre le Utah Jazz, il arrive à provoquer une faute pendant une tentative de tir. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette provocation de faute contre le Jazz le 14 novembre dernier? C'est tellement triste comme intitulé. Alors, le 14 novembre contre Utah. Oula. Si j'avais pu, j'aurais pris des poster dunks, j'aurais pris des blocs, j'aurais pris des buzzer beaters, mais il n'y a pas de ça, donc j'ai pris, allez, prenons une provocation de faute. Alors, donc il doit y avoir Markkanen. Oui. Sexton. Oui. George, Keyonte George. Exactement. Kessler. Non, pas Kessler. John Collins. Oui. Ah, mais d'ailleurs, non. Oui, il y a John Collins, mais il n'y a pas Sexton. J'ai confondu sur ma fiche, quoi. Je croyais que c'était Collins. En fait, c'est Collins. Excuse-moi. Donc, oui. Laurie Markkanen, John Collins, Keyonte George, il te manque 2. Dans le backcourt, si je te dis micro-ondes, à quoi tu penses? Scoreur micro-ondes. Clarkson. Exactement, Jordan Clarkson. Et il manque un dernier qu'on a déjà cité aujourd'hui. Ah bon? Qu'on a déjà cité à Toronto, mais qui a commencé la saison au Jazz, justement. Avec Baji. Exactement. Ochai Agbaji est sur le terrain. Et côté Portland aussi, on va s'amuser. Alors, côté Portland, Scoot Anderson. Oui, tout à fait. Okay. Brogdon. Non, peut-être qu'il... Brogdon n'est pas sur le terrain. Blessé. Sharp. Non, pas sur le terrain. Toumani Camara. Exactement. Le Belge Toumani Camara est sur le terrain. D'accord, je découvre qu'il est belge, je ne le savais pas. Ah oui. Jeremy Grant. Non, il nous reste un impressionniste. Impressionniste. Un peintre impressionniste. Michael Monet. Qui a joué aux Sixers avant, drafté par les Sixers. La fac de Washington, défenseur d'élite. Ah, Matisse Thybulle. Okay. Exactement, Matisse Thybulle. Et puis le dernier, je pense pas que tu l'auras. Je sais même pas comment te le faire deviner. C'était non, Jamari Bouyea. Est-ce que tu l'avais ou pas? Ah non, je l'avais pas, non. Et je l'ai toujours pas d'ailleurs. D'ailleurs, moi non plus, je l'ai toujours pas, mais voilà. Voilà qui est sur le terrain au moment de cette action hyper sexy où DeAndre Ayton arrive à provoquer une faute. Avançons notre 4e joueur du jour, on peut aller sur Pascal Siakam si tu veux bien. 33 minutes par match pour Siakam en 2024, 80 matchs joués, 104 de true shooting plus, donc plus 4% d'efficacité relative à la moyenne, plus 4% c'est pas mal, sur 25% d'usage, un bon volume de deuxième option d'équipe. Et c'est vrai que pour te lancer, on est sur une saison en 2 temps, mais c'est surtout la période Pacers qui va nous intéresser, c'est là où il a été le plus valuable.
Ouais, absolument. Et c'est une très très bonne saison, hein. Euh, il a gardé à peu près le même usage, la même efficacité en passant de Toronto à Indiana, euh, mais en étant toujours assez efficace. Et non, c'est une saison qui est très solide partout. Alors peut-être, il me semble un peu moins en défense, moi il m'a semblé, mais c'est plus visuellement que... Mais ça dure peut-être depuis quelques années. Il me semble qu'il y a eu un petit déclin en défense par rapport à, je sais pas, il y a 3-4 ans peut-être. Euh, mais ouais, c'est une saison très solide qui est typiquement pour moi une saison de ces joueurs qui sont All-Star ou presque All-Star, pas tout à fait All-NBA, mais donc dans le top 20-30 quoi, des joueurs NBA. Et finalement, Siakam aujourd'hui, c'est un joueur qui a une régularité qui est vraiment très impressionnante. Alors pas forcément match par match, c'est pas ça que je veux dire, mais depuis plusieurs saisons, il est au même niveau. Il n'y a pas non plus un saut énorme depuis qu'il a fait son gros saut il y a maintenant, je sais pas, 5 ans peut-être. Mais chaque année, c'est du même niveau. C'est un joueur qui a pas non plus amélioré de manière drastique ce qui était ses gros, enfin ses petits points faibles, mais euh, c'est le joueur solide, All-Star par excellence, qui peut pas être première option. Et il l'a montré à Indiana et ça a très bien marché parce qu'on s'interrogeait un peu sur comment il allait être utilisé et tout. Finalement, il y a une forme de fluidité dans la manière dont il a été inséré dans cet effectif. Bon, il y a ce qui fait que ses stats sont encore meilleurs à Indiana, c'est qu'il a été très habile à 3 points sur les 40 ou 50 matchs qu'il a joué. Je crois qu'il tourne à 39%, il me semble, à 3 points à Oui. Indiana. Alors ça, c'est un effet d'échantillon, je pense. C'est pas son vrai niveau, mais bon, peu importe. Pour le reste, ouais, voilà, saison impeccable. Et puis alors c'est assez marrant parce que je regardais les minutages, il a joué exactement à 50 minutes près le même nombre de minutes à Toronto et à Indiana. Donc on peut bien comparer. Et on voit que très vite ça se stabilise. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il fait d'habitude. Et il n'y a pas... c'est parfois dans les trades, on voit qu'il y a un changement de rôle qui fait qu'il y a des stats qui bougent et tout, et chez lui, non. Donc, enfin, si, il y a bien peut-être des trucs qui bougent tactiquement, stratégiquement, mais en termes statistiques, il s'est tout de suite adapté pour être au niveau, et je pense qu'il a fait de bons playoffs aussi, ça s'est vu. Il a vraiment pris les choses en main sur certains matchs. Donc, ouais, très bonne saison. Bah, là où ce que j'aime beaucoup chez Siakam, c'est le fait que le fit est parfait par rapport à l'identité des Pacers. Donc, ils sont allés le chercher et ils l'ont re-signé exprès pour ça. Mais clairement, on a quelqu'un qui colle totalement à tout ce qui est un peu l'aspect de transition, notamment, qui est la force de cette équipe. L'aspect de, bah, c'est un grand, mais qui est aussi un porteur de balle. Donc ça, on aime bien côté Rick Carlisle, qui aime bien empiler le plus de porteurs de balle possible pour avoir toujours des créateurs un peu à côté les uns des autres. L'aspect aussi de mobilité, aussi en défense, même si bon, la défense est quand même assez cata côté Indiana. Mais non, je trouve que le fit est vraiment pas mal par rapport à tout ça. Et l'aspect qui est un peu différent, non pas par rapport au début de saison, parce que bon, il était un peu testé différemment avec le nouveau coach un peu créatif à Toronto, mais par rapport à avant et par rapport à l'an dernier, et même les dernières années à Toronto, c'est qu'on a finalement un mec qui est de nouveau pas mal efficace, parce que le rôle est un peu différent. Je dirais pas non plus un rôle un peu totalement nouveau, mais tu vois, en termes d'évolution de son régime de tir, on passe de quelqu'un qui était, en termes de pourcentage de panier assisté, à peine 40%, à quelqu'un qui a 54% de panier assisté. Donc ça fait quand même un écart assez, un jump assez significatif entre à peine 40% et 54% de panier assisté, beaucoup plus de tirs un peu plus faciles. Et ça rentre aussi dans cet aspect de, bah, c'est peut-être plus la première option d'équipe, une première option d'équipe pas top. Il vient à côté d'Haliburton, bon, pas forcément en termes de numéro 1, numéro 2, mais je veux dire, il vient aussi dans un écosystème où ça bouge beaucoup plus, il y a plus de rythme, il y a plus de cuts, il y a plus d'opportunités faciles en transition, etc., etc. Donc il profite un peu de ça pour le coup, pour produire de meilleurs chiffres d'efficacité notamment. Et puis ouais, on a aussi ce qui est pas mal, c'est le côté shoot cette année où, ben, enfin, en tout cas aux Pacers 39%, hein, tu l'as dit. Donc on a cet aspect qui a plutôt pas mal marché. On peut le mettre à son crédit. Et je me demande à quel point ça va marcher long terme. Mais tu vois, bon, cette année on n'a pas une top saison en termes de drive, hein, pour le coup. On est à peine 50e centile en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive. Donc à peine mieux que la moitié des gros drivers de NBA. Bon, on s'attendait peut-être un peu à plus que ça, à mieux que ça, surtout dans une attaque où il y a autant de spacing, où il y a autant de rythme, etc. Mais
Bon, il peut le faire un peu, il peut shooter, on a dit, il peut mener à la transition, il peut faire pas mal de choses. Il a aussi du passing, pas mal de passing très intéressant, passing de création. Donc c'est là aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un poste 4 qui peut courir, mais qui peut aussi être le porteur de balle, qui va faire des pick and roll en tant que poseur d'écran, mais donc aussi en tant que porteur de balle, un peu driving kick, un peu, voilà, il y a ce... Moi j'aime bien son passing et je pense que sa création collective, elle est un peu sous-estimée. Autant la création un peu de scoring pur, elle est pas mal, mais elle est pas de très haut niveau. Autant j'aime bien le passing, pour le coup. Et puis en plus, il y a aussi l'aspect défensif qui ne se voit pas trop ici dans le contexte d'Indiana. Mais on a affaire à quelqu'un qui, je te rejoins, n'a plus son niveau d'élite d'avant, mais qui est quand même assez solide, assez polyvalent, qui, en plus, défenseur intelligent, créateur de turnover, etc., etc. Donc ça fait un bon petit package au final, quoi. Ouais, absolument. On voit aussi que alors, peut-être qu'il y avait un peu un manque de motivation, mais que ses stats au rebond ont vraiment sauté quand il arrive à Indiana. Euh, Peut-être aussi qu'il est un peu plus utilisé. Plus loin du panier aussi, peut-être. Ouais, peut-être un peu, je sais pas. Mais mais ouais, en tout cas, Mais après, tu sais, pour qu'il y ait des rebonds, il faut que les tirs soient manqués. Il n'est c'est pas vrai tant que aussi. ça de tirs manqués contre les Pacers, hein, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais vraiment très très bonne saison. Et je sais plus exactement quelle était la contrepartie du trade précisément, mais C'est Bruce Brown, des trucs comme ça, ouais, donc c'était pas non plus énorme, quoi, voilà, pour le c'était coup. pas énorme, mais ça paraît être un trade plutôt gagnant quoi pour eux. Je suis d'accord, et donc vers le classement, on peut aller vers le classement. Où est-ce qu'on l'imaginerait alors? Moi, je l'avais autour alors vaguement, hein, là je te dis, c'est pas à la place près, non, autour de entre la 10e et la 15e place, quoi, quelque part par là. Ouais. Ensuite, donc 10e, si je fais dans l'ordre, il y a Kyrie, Sabonis, Harden, Towns, DeRozan, Maxi. Et là, tu vois, je sais pas trop où le mettre dans ce coin-là. Je sais pas si toi c'était dans le même coin. Ouais, j'étais à peu près par là aussi, ouais. J'étais par là. Je me pose la question par rapport à un mec comme Derrick White, tu vois, qui est créateur hein, cette année, mais qui n'a pas non plus un énorme volume de créateur, qui peut un peu toucher à tout. J'avoue que Siakam, on a un aspect de efficacité, alors un peu moins de volume qu'à Toronto, peut-être en termes de responsabilité, mais il y a ce bonus aussi de la défense, quoi, que n'ont pas certains. Donc je sais pas, c'est un peu comment est-ce qu'on tranche par rapport à ça. Est-ce qu'on récompense un peu le surplus d'efficacité par rapport à d'habitude, ou est-ce qu'on dit, bah, il y a aussi l'aspect de, bah, contrairement à des DeRozan ou des Maxey ou des mecs comme ça, il a quand même un peu moins de création pure, donc peut-être le mettre un peu en dessous, je sais pas trop. Oui, c'est vrai que ça peut se défendre. Ouais, c'est vrai que ça, Tu préfères Siakam à DeRozan par exemple, toi? ouais, un peu. Mais Ouais. aussi, bon là, je trouve que c'est un peu biaisé par le fait que, enfin, la saison des Bulls, c'est une telle tristesse que t'as pas trop, t'as pas trop envie en même temps de mettre DeRozan très haut, même si c'est pas de sa faute. Non, mais on peut le coller à DeRozan hein, si tu veux. Entre Towns et DeRozan, du coup, un truc comme ça. Ouais. Du coup, il serait devant Maxey, par exemple, ça te dérange pas, ça? Bah si un peu, mais je suis en train de me dire peut-être que pour moi Maxey est au-dessus de DeRozan, mais c'est ça le problème, c'est on joue toujours à tout tripatouiller. Ah, pour toi, Maxey au-dessus de DeRozan, il faudrait reclasser alors. Ouais, mais je te dis ça de manière sans avoir trop regardé dans le détail, hein. Bon, après, grosso modo, on est dans le même chapeau, alors, grosso modo. Oui. Non, mais Donc, ça me semble assez juste qu'il soit autour de cette place-là, ouais, qu'il va se retrouver, oui, autour de la 25e ou 30e, non, à la fin, à terme, du ouais. classement, quelque chose comme ça. Ouais, je pense un truc comme ça, ouais. Donc, bah, ok, mettons-le là. Mettons-le entre 41 Towns et DeRozan, si ça te va. On fait comme ça. Et donc, on peut faire la transition vers le petit quiz. Petit quiz pour terminer. Nous sommes le 14 mars 2024 et c'est un chase down block sur Kobe White, un chase down block très clutch d'ailleurs en fin de match qui va aider les Pacers à gagner le match. 14 mars 2024. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action? Bah, DeRozan. Oui. Ok. Wendell Carter. Non, mais non, qu'est-ce que je raconte? Non, pas Wendell Carter. N'importe quoi. Attends, ok. Qui c'est qu'il y a à Chicago? De Sumu. Oui, il est là. Cette équipe me rend tellement triste, Chicago, que je trouve même plus les joueurs. Donc c'est après la trade deadline, hein. Oui, tout à fait. Donc on a Ouais. Kobe White, Aido Sumnu, tu l'as trouvé, Demar DeRozan, on a quelqu'un qui Patrick était, Williams, peut-être? non, pas Patrick Williams, mais justement, tu as parlé de Wendell Carter. Il y a un lien.
avec ce trade qui a envoyé Carter à Orlando. Vucevic. Et Vucevic, évidemment. Et le dernier, c'est quelqu'un qui a été qui a été échangé durant l'intersaison, qui est parti chez un contender. Caruso. Un ancien des Lakers, exactement, Alex Caruso, tout à fait. Et côté Indiana? Je pense qu'Haliburton n'est pas revenu. Okay. Eh bien si, il est là. Si, il est revenu, ok. Il est là. Il est là, donc Haliburton, Siakam, Nesmith. Oui. Ok. Turner. Turner est là, oui, tout à fait. Et pour être le 5e, Shepard. Pas Shepard, l'autre. Andrew Nembhard. Exactement. Andrew Nembhard, tout à fait. Voilà qui est sur le terrain au moment de ce chase and block. Et donc on peut avancer, on peut terminer avec notre 5e et dernier joueur du jour, c'est Shai Gilgeous-Alexander. 34 minutes de jeu par match, en moyenne 75 matchs, 110 de true shooting plus, donc plus 10% d'efficacité relative à la moyenne, c'est une folie, sur 33% d'usage, et encore là c'est l'usage que du scoring de basketball référence, donc plutôt, je peux te lancer, saison exceptionnelle de calibre MVP, on peut le dire je pense. Ouais, et alors, comme à chaque fois que on fait des joueurs qui font des saisons exceptionnelles, je trouve que c'est presque difficile de trouver quelque chose à dire, parce que ouais, c'est une saison c'est trivial, remarquable. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part que c'est une saison remarquable? C'était déjà un joueur qui était excellent, mais qui en plus là a ajouté une adresse globale encore meilleure, notamment avec des statistiques. Alors j'avais noté, mais j'arrive pas à me relire, donc évidemment c'est pas pratique du tout, mais des statistiques dans le corner à 3 points. Incroyable. Voilà, il tourne à 53% sur la saison. Bon, alors il en a pas pris beaucoup, mais voilà. C'est 69% au cercle quand on sait le nombre de fois où il y va. C'est juste incroyable pour un meneur. Ouais. Donc, ouais, en fait, je sais pas trop quoi dire, si ce n'est que c'est direct top 5, quoi. Alors, peut-être que la seule petite réserve qu'on peut avoir, c'est que c'est pas un passeur d'élite pour dire que c'est un meneur. Mais en même temps, il compense ça par ce style de jeu qui est très étrange corporellement. C'est-à-dire qu'au lieu de créer l'incertitude par la passe et par des passes géniales comme peuvent faire d'autres, lui, il l'a créé par ses mouvements du corps où il a l'impression que son corps va à un autre endroit que ses mouvements laissent penser, par ce rythme aussi d'accélération et de décélération qui est unique. Donc, ouais, c'est pas pour rien qu'il a fait, je sais pas, 2e ou 3e du vote pour le MVP, je sais plus. Ouais. Donc oui, c'est juste une saison exceptionnelle. Et d'ailleurs, en play-off, même s'ils ont été éliminés, il a fait aussi une très bonne saison, et on voit que son efficacité baisse un peu, ce qui est normal, mais ne baisse pas non plus de manière terrible, hein. Notamment à 3 points, il est à 43% en play-off, ce qui est mieux que sur sa saison, bien mieux. Il reste à 49% à mi-distance en play-off, contre 51% en saison régulière. C'est juste au cercle que ça baisse un peu, mais bon, là il aurait fait 69% sur tous les play-offs, ça serait devenu absolument dingue. Donc ouais, très 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 belle saison, largement la meilleure des 5 dont on parle, et sans doute dans le top 5 à la fin de la saison, j'imagine. Enfin, à la fin du classement. Mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est que il était très très fort l'an dernier. Il était déjà à un niveau LNB facile, quoi. Et pourtant, on a eu quand même un step de plus qui est assez incroyable. Et comme tu dis, ça se matérialise notamment en termes d'efficacité, où il va aller taper, il était déjà à plus 8, mais il va taper plus 10% d'efficacité relatif à la moyenne, ce qui est un score, des scores comme ça sur un tel volume de responsabilité. Si on prend depuis les 40 ou 45 dernières années, je sais plus, depuis 1980, je crois, mon tableur il remonte. On a une 50aine de saisons comme ça, de ce type. Donc voilà, pour dire à quel point c'est une zone de ultra élite, un tel surplus d'efficacité relatif à cet énorme volume de responsabilité. Donc ça, c'est déjà en soi presque historique en fait, clairement. Et on s'attendait pas forcément à ce next step cette année encore plus.
Et comme tu dis, ben voilà, driver d'élite, peut-être pas le meilleur driver de NBA pour moi, parce qu'il y a quand même Luka Doncic, mais je le mettrais deuxième. Alors, il est premier en volume, il est quatrième en efficacité, en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive. Cette capacité aussi, tu vois, tu parlais du playmaking. C'est vrai que c'est pas un passeur qui, en soi, peut te sortir des passes hyper créatives, pardon, mais par contre, sur l'impact de création collective, je trouve qu'il est pas mal et il compense avec le fait qu'il crée tellement de décalage en fait. C'est son scoring qui est dangereux et qui crée des brèches partout dans la défense. Donc oui, il va pas inventer des passes un peu sorties de nulle part, mais en fait, il pèse sur la création collective parce que c'est lui qui va casser la défense et ensuite ça fait tourner extra passe et on arrive à trouver l'ouverture. Mais bon, pour caricaturer un peu, hein, c'est pas aussi grossier que ça, mais c'est un peu l'idée. Donc driver d'élite et puis en plus le shotmaking de folie quoi. Avec un mec qui en plus de faire des drives et d'aller au panier à volonté et de scorer au panier à volonté, on a aussi un mec qui a un shotmaking qui s'est développé ces dernières années qui est complètement fou. On est à 47% sur les longs tirs à 2 points. Donc voilà, hein, comme on dit d'habitude, déjà quand on est autour des 40% sur les longs tirs de points, c'est bien. Là, 47%, c'est quand même assez dingue. On est à 53% dans la short mi-distance, donc tout ce qui est zone des flotteurs, hook shot en fin de drive, là encore, c'est fabuleux. Donc ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on a un mec qui en fait, il peut scorer partout, il score partout très bien. Et d'ailleurs encore pire, enfin encore mieux même, on peut dire, il est très très peu assisté. C'est un des joueurs de NBA qui a le plus grosse charge de création, qui a pas beaucoup de paniers assistés, de paniers créés par autrui. Et en plus, on avait évoqué la stat quand on a fait le bilan 2024 de OKC. Il est top 3 efficacité, Rafa, dans tous les domaines de création. C'est-à-dire qu'il est top 3 efficacité sur post-up, top 3 efficacité sur isolation et top 3 efficacité également sur pick and roll. Voilà, ça dépend quand même une saison de très très haut niveau. Et en fait, je pense que Shai était un peu le roi de la création offensive en NBA cette année, on peut le dire comme ça aussi, quoi. Ah oui, et puis le tout en étant un bon défenseur en plus. Ah bah c'était ma question, alors qu'est-ce que t'en penses de la défense? Alors je pense qu'il y en a qui ont tendance un peu à le survendre parce que je crois qu'il est en tête, je vais pas vérifier, mais des interceptions. Ouais. Alors ce qui est pas toujours un signe d'être un excellent défenseur, mais bon. On dira pas de nom. Ce qui peut être un signe aussi, voilà, exactement, mais on pense au même. Ce qui peut être un signe juste de prendre des risques aussi, pour couper les lignes de passe et ce qui pour la défense collective n'est pas une bonne nouvelle. Mais il me semble quand même que SG c'est un vrai bon défenseur, peut-être pas un stopper d'élite mais un défenseur intelligent et qui est grand déjà pour un meneur, donc ça aide malgré tout, qui a des bras de folie aussi, hein. Voilà, de bras, c'est ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on le voit pas souvent en 1 contre 1 être que ça soit très très spectaculaire, manger son adversaire adverse, mais son envergure, sa réactivité fait que c'est un bon défenseur et que c'est pas du tout un point faible. Moi, j'irais pas jusqu'à dire, comme certains, que c'est un défenseur all defense, qui mérite d'être dans les 10 meilleurs défenseurs de la saison. Mais c'est vraiment un vrai bon défenseur, quoi. Donc, et je trouve que c'est d'autant plus valorisable qu'on sait que c'est très difficile de l'être tout en étant offensivement si utilisé. Il y en a pas tant que ça qui y arrive, et lui, pour le coup, il y arrive. Bah, disons qu'en effet, il y a peut-être parfois exagération par rapport à sa création de turnover. Je trouve qu'il est bon, il est peut-être pas élite, mais en effet, tu vois, tu parlais le fait de faire des gambles ou des paris risqués un peu en défense pour ses turnovers. Je trouve que c'est pas tant que ça le cas avec lui. C'est juste qu'il participe au schéma très dynamique, très agressif d'OKC, et comme il a ses bras extrêmement longs, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un des meilleurs drivers de NBA, parce qu'il a ce bonus d'envergure de bras. Je crois qu'il a une envergure de plus de 7 pieds de long, de mémoire, quand je l'avais scouté à l'époque, on avait noté ça. Mais c'est la folie, ses bras, et donc il y a cet aspect en défense. Après, je pense quand même qu'il peut se faire un peu cibler on et off ball en termes de défense. C'est pas mal, hein, c'est pas du tout catastrophique, mais il peut se faire un peu cibler ou avoir par des très bons attaquants, ou alors il peut un peu se faire cibler des sautes d'attention parfois off ball ou des rotations pas faites ou ce genre de choses. Mais bon, on n'est pas non plus cata du tout, donc on a cet aspect défensif. Et donc pour le classement, tu disais il va être top 5 à la fin. Donc actuellement, où est-ce qu'on l'insérerait alors? Moi, je le mets premier. Ah ouais, carrément. Bah ouais, je crois. Ah ouais, non, moi ça me fait un pot là. Ah ouais. Carrément donc devant Doncic et Antetokounmpo. Bah sur la saison, je crois. Ça veut pas dire que c'est lui que je choisirais dans une draft dans l'absolu, mais sur la saison, ouais, je pense. Parce que tu vois, en termes d'efficacité, Giannis est encore plus monstrueux, par exemple. Encore plus monstrueux avec ce même profil de un peu de passing, mais c'est surtout la création de décalage, en étant un scoring
encore plus impressionnant. Passing, c'est un peu pareil, et puis encore plus d'impact en défense. Donc, tu vois, par rapport à ça, moi, Giannis, je l'avais quand même toujours un peu au-dessus, parce que y a plus de valeur. En fait, pour moi, Giannis, c'est SGA, mais plus grand. Donc, on a encore plus de valeur en défense et encore plus de valeur en scoring sur cet aspect de drive et de implacable, quoi, pour le coup. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais il me semble que SGA a la différence pour SGA. Mais encore une fois, hein, c'est pas dans la valeur dans l'absolu, mais c'est qu'il est capable un peu plus de jouer off-ball, il me semble. Je sais pas, hein, parce que Giannis, c'est quand même un plutôt bon finisseur intérieur à côté de Lillard, etc., quoi. Donc, il y a du jeu Ouais. off-ball aussi, quoi. Tu vois, Oui, en c'est termes de du jeu finition. off-ball différent, t'as raison. Non, mais c'est la valeur du shoot extérieur de SGA. Oui, non, mais peut-être que c'est un peu haut de le mettre premier, je sais. Tu vois, pour moi, il y a un écart significatif entre l'attaquant Giannis et l'attaquant. Pardon, entre le défenseur Giannis et le défenseur SGA. Ça, je suis d'accord, incontestablement. Mais en fait, dans quelle mesure là tu prends en compte les playoffs ou pas? Parce que moi, ça joue un peu. Ouais, on prend tout, on prend toute la performance de toute la saison, ouais, ça rentre là-dedans, ouais. Bref, ouais. En fait, tu vois, je suis en train de me dire en y réfléchissant que presque je mettrais Luka en premier. C'est ce dont on avait parlé la dernière fois, ouais, effectivement. Mais en y réfléchissant dans un deuxième temps. Toi, t'aimerais un truc du genre Luka Doncic premier, SGA deuxième, Giannis troisième, quoi, grosso modo. Bah peut-être. Ouais. Peut-être. Mais j'entends tout à fait tes arguments et c'est vrai en un sens. Enfin, oui, en un sens, c'est vrai aussi ce que tu dis. moi, j'étais plutôt zone Kawhi et Durant, Ok. mais un peu au-dessus, ou en tout Dans le cas un peu à la troisième. bataille avec tout ça. Mais je veux bien couper la poire en deux, parce que si tu le projetais premier, on peut couper en deux. Et donc le mettre entre Giannis et... Mais toi, ça te dérange d'avoir Doncic en dessous de SGA, alors c'est ça? Ben un peu, je crois. Bon, alors on met derrière Doncic, alors. En fait, j'avoue, j'ai pas encore écouté le numéro avec Doncic, mais qu'est-ce qui justifiait de le mettre derrière Giannis? C'était un écart d'efficacité qui était assez énorme, un écart défensif aussi qui était assez énorme. Après, il y a duel, hein. On est d'accord qu'il y a duel. Mais voilà, Giannis, c'est aussi un moteur d'attaque moins traditionnel que Doncic, qui est pick and roll et qui a la balle, mais tout de même, quoi. Il y a ça plus la défense, quoi. C'est aussi un défenseur all defense avec en plus le secteur intérieur qui est le secteur le plus impactant. Mais il y avait un peu de duel. Mais du coup, alors, si je t'écoute, t'as pas envie de l'avoir au-dessus de Doncic, notamment SGA, donc on peut le mettre troisième, en fait. Oui, en fait, je m'aperçois que je sais pas. Et que ça dépend de la manière dont on aborde la chose. Oui, non, mais peut-être que troisième, alors ça se défend. Peut-être que je me laisse un peu trop influencé par les résultats collectifs aussi, c'est possible. C'est vrai aussi. Je trouve que OKC a fait une meilleure saison, à la fois en saison régulière et en playoff, notamment que Milwaukee, pas que Dallas, mais... en tout cas, enfin, pour moi, il y a pas vraiment de doute qu'il fait partie de ce tiers-là. Ouais. Voilà. Et je le mets... pour le coup, sans aucun doute, au-dessus de Kawhi et Durant et Tatum. Mais ensuite, je veux bien entendre que peut-être que c'est plus logique qu'il soit troisième. Parce que tu vois, on a dit SGA, il a plus 10% d'efficacité relative à la moyenne sur un gros volume. Giannis, il a plus 12 sur un même volume aussi énorme, plus tout ce qui est impact all defense, etc. Et Doncic, tu l'as la stat là sous les yeux? Doncic, il a plus 6, ce qui est son meilleur score en carrière, mais il a un régime de tir plus compliqué aussi, hein, Doncic, donc forcément un peu moins efficace, mais quand on rajoute le playmaking, ça me va malgré cette différence d'efficacité de mettre Doncic devant, quoi. On ne prêche pas que par l'efficacité, hein, malgré ce qu'on peut penser. Mais ok, mettons-le là, mais effectivement, alors ce qu'on n'a pas explicité, mais effectivement, il est au-dessus de tout ce qui est Kawhi, Durant, Tatum. Alors ce groupe-là, il reste un peu au-dessus tout de même SGA, quoi. Oui, il me semble. Ouais. Oui, d'accord. Bon, bah c'est bien, ça va en fait, je veux pas trop bouger le classement pour l'instant par rapport à Doncic, Giannis, parce qu'on vient de le classer l'épisode d'avant. Je vais encore continuer à récolter des avis. Mais ça va être un beau bordel, alors le top 5, j'ai l'impression au final, quoi. Oui, je pense qu'il y aura pas trop de doutes sur le numéro 1, mais c'est ensuite que ça va être plus compliqué. Je sais pas, je sais pas. Moi, Giannis Jokic cette année, c'est pas mal. Bon, bref, on n'est pas encore à ça. Ok. Bon, mettons-le là. Sachant qu'on est d'accord que au fur et à mesure à quel moment on tranche, si on tranche dans 10 minutes, on aura SGA devant, ensuite Doncic, ensuite Giannis. Mais bref, on est dans ce chapeau-là. Ça marche. Donc, petit trivia pour terminer. Nous sommes le 30 octobre 2023. J'ai pas voulu prendre des buzzer beaters parce que c'est un peu trop connu. Il y a que des mecs connus sur le terrain. Tu vois, le buzzer beater contre les Knicks, le buzzer beater contre Denver. Je me suis dit non, c'est un peu trop connu. Du coup, j'ai pris un dunk
poster dunk contre Détroit. Encore? Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk? Le 30 octobre, un poster dunk de HDA contre les Pistons. Jalen Williams. Oui, tout à fait. Josh Giddey. Giddey n'est pas sur le terrain à ce moment-là, non. Ok. Chet Holmgren. Pas sur le terrain, non. Ah, alors c'est peut-être le banc qui joue. Alors, je te précise, c'est le quiz dur du jour. Je sais que t'es très fort, donc je t'ai fait un quiz dur pour terminer. Christian Wallace. Oui, tout à fait. Ousmane Dieng. Pas Dieng, non. Kenrich Williams. Non, on a un des frères Dalton. Le plus petit des frères Dalton. Qui des frères Dalton? Ou alors le taxi. Comment il s'appelle le taxi? D'après Vanessa Paradis. Ah, Joe. Bah, c'est celui. Isaiah Joe. Exactement, Isaiah Joe, tout à fait. Donc SGA, Isaiah Joe, Jalen Williams, Kayson Wallace, tu l'as cité. Et le dernier? Bah, il y a peut-être un intérieur, non? Non, plutôt un shooter d'élite. En tout cas, fut un temps, shooter d'élite. Des Spurs, à l'époque. Énorme contrat. Ensuite, à Washington, en quittant les Spurs, et ensuite, c'est la cata depuis. Ça fait 3 ans que c'est un mec qu'on met dans des trades pour équilibrer le trade, mais on s'en fiche de lui. Un Européen, shooter d'élite. Ah oui, Bertans. David Exactement, Bertans. David Bertans. J'avais oublié hein. Il a été échangé ensuite, mais je sais plus où d'ailleurs. Oui, effectivement. Ok. Et il est plus en NBA. Il a signé, je sais pas où, mais plus en Exactement, NBA. tout à fait. Ouais. Il avait fait une saison ou deux excellentissime aux Spurs, et puis depuis, il signe un gros contrat. Et puis à Washington. Et voilà. C'est Washington qui lui signe, ça c'est son contrat. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et depuis, c'est un mec qui est juste là pour un salary filler, quoi, grosso modo. Bref, et côté Détroit, ça va être marrant aussi. Alors, côté Détroit, donc là, en plus, c'est le début de saison, donc c'est vraiment le moment où il fait n'importe quoi, Monty Williams. Et en plus, c'est le banc. Oh là. Bon, alors, est-ce qu'il y en a qu'on a cité tout à l'heure? Je crois pas, c'est ça qui est marrant. Ou alors, il y en a un. Mais justement, alors, tu disais, c'est le début de saison, c'est le banc. Qu'est-ce qui s'était passé au début de saison, Monty Williams, le banc? Il faisait jouer Jaden Ivey sur le banc. Exactement, c'est Ivey qui n'aimait pas trop, qui faisait jouer sur le banc, tout à fait. Donc Ivey est sur le terrain. Alors, attends, je vais racler un peu les fonds de tiroir. Est-ce qu'il y a Isaiah Livers? Non, Livers n'est pas là, ma foi. Par contre, si je te dis, toi, ton prénom c'est Rafa, c'est juste? Oui. Ah oui, donc il y a Marcus Sasser. Marcus Sasser est là, tout à fait, exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a Stewart? Exactement, Stewart est là. Il nous reste aussi un mec qui avait un homonyme de backcourt à l'époque au Jazz. C'est pas Tito et Totti, c'était à l'époque ils avaient drafté Alec Burks, un arrière et un meneur. Exactement, Alec Burks. Alec Burks et Trey Burke, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis le dernier, il est à la retraite. Joe Harris. Exactement, retraite surprise à cause de. Qu'est-ce que c'est que ce line-up? C'est le line-up du 30 octobre, du tout début de saison. C'est Jaden Ivey. Ça doit être abominable défensivement. Ouais, Joe Harris, Isaiah Stewart et Marcus Sasser, voilà, c'est magnifique. Mais non, ouais, voilà, je voulais aussi faire ça. Petite pensée pour Joe Harris, hein, qui nous a quitté, enfin, qui nous a quitté. Non, mais c'est le déclin qui a été monumental. Enfin, très très rapide à cause des blessures, malheureusement. Mais Joe Harris, voilà. Je m'attendais à ce qu'il soit relancé. Finalement, il dit non, je pars à la retraite. Bref, donc voilà qui est sur le terrain. On montre ce poster dunk mémorable. Hein, tu m'avais dit que tu te le repassais en boucle tous les soirs pour l'admirer. Donc voilà pour notre QV. Je rappelle de qui est-ce qu'on a discuté. Donc on a mis SGA pour l'instant à la 3e place, mais il pourrait être premier, il pourrait être 2e, grosso modo, d'après ce que j'ai compris. Pour l'instant, il est entre Luka Doncic et Kawhi Leonard. On a mis Pascal Siakam autour de la 13e, 14e place entre Karl Anthony Towns et DeMar DeRozan. On a mis Chris Middleton plus bas entre Tyler Herro et Keegan Murray autour de la 35e place, grosso modo. Kuminga un peu plus bas autour de la 37e place entre Jabari Smith et Klay Thompson. Et puis DeAndre Ayton dans le groupe des gens qui vont sauter, donc avec Tyus Jones et Wendell Carter Jr. Je pense qu'il va sauter, il va laisser sa place à d'autres noms qu'on va rajouter. Il est comme les gars au JO qui sont dans l'espèce de salle d'attente en attendant qu'il y ait des autres qualifications et qu'ils savent bien qu'ils vont sortir de la salle d'attente. C'est ça, ouais, c'est un peu ça, malheureusement. Mais voilà pour la QV du jour, donc. Et merci beaucoup, Rafa, d'être repassé sur le Basket Lab et sur la Syllab. Merci à toi, Guillaume. Ça avait le plaisir, comme d'hab. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voici notre marche en avant qui reprend après un épisode un peu un jour, une exception. On a parlé de Karl Anthony Towns chez les Knicks. On reprend un peu ce rythme quotidien du top 100. Je sais que pour certains c'est beaucoup, pour d'autres ils adorent cette présence quotidienne. Je rappelle aussi, n'hésitez pas à venir sur le Discord, puisque c'est là qu'on discute un peu de tout ça, en fait, du classement des joueurs et en fait d'un peu de tout. Donc direction le Discord pour tout savoir et pour tout discuter.
Et puis, eh bien, la prochaine fois, nouvelle cuvée, évidemment, nouvelle cuvée de notre top 100. Et on va parler pour l'épisode numéro 10 d'une très belle cuvée, puisque ce sera avec Anthony Edwards, Zion Williamson, Alperen Sengun, Lou Dort et Alex Caruso. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Rafa d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.